Bonjour les podcasters. Comment allez-vous? Cette fois-ci nous allons nous attacher aux différentes distances en cosmologie. C'est très étonnant. On constate sur ce graphique que pour un même redshift, pour une même galaxie, on obtient 3 distances très différentes selon la manière de la mesurer ou de la calculer. Convenons que la distance est la longueur qui nous sépare d'un objet au moment de son émission lumineuse. Selon la théorie de la relativité, il y a plusieurs notions de distance. Concrètement, qu'est-ce que la distance angulaire? Quelle est sa définition? Donc on s'aperçoit, ici, si vous me croyez sur parole, qu'on a des situations dans lesquelles, quand on éloigne l'objet, il se met à être vu plus grand. Voilà. Donc ça, si ça vous surprend, regardez les premières vidéos, notamment ce qui se passe quand on dessine des cercles sur un univers bidimensionnel qui est sphérique. Donc j'avais effectivement expliqué à ce moment-là que des objets lointains sont vus de plus en plus grands quand on les éloigne. En extrapolant, cela voudrait dire qu'on verrait une galaxie à l'infini aussi grosse qu'une galaxie très proche. On n'a jamais constaté ça. Vous dites que vous pouvez l'expliquer en dessinant des cercles, mais a-t-on déjà réellement observé ce que vous nous demandez de croire sur parole? Un autre problème avec les galaxies, c'est qu'en fait on n'a rien qui nous assure que les galaxies qui sont très lointaines, celles qui sont par là, elles ont effectivement la même taille physique, le même petit L que les galaxies actuelles. Les galaxies qu'on voit à des Z élevés se sont formées dans un univers beaucoup plus jeune que celui dans lequel on est nous, dans un environnement très différent, et on peut très bien imaginer que du coup elles se forment avec des propriétés différentes. Donc c'est c'est pas si évident que ça de faire l'hypothèse que les galaxies très lointaines ont la même taille physique que les galaxies actuelles. Donc ça remet un petit peu en cause toute la méthode là. Les galaxies lointaines apparaissent-elles plus grosses à cause de l'effet angulaire ou parce qu'elles seraient réellement plus grosses? Ça remettrait effectivement en cause toute la méthode du calcul de la distance angulaire. D'abord, pouvez-vous définir ce qu'est la distance angulaire? Imaginons que j'ai un objet ici qui ait une taille petite L. Imaginons, pour commencer, qu'on soit dans un univers euclidien qui ne s'expand pas, etc. L'univers géométrique dont on a l'habitude. Si cette distance-là, je l'appelle grand D. Donc là, j'ai pas inventé l'eau tiède. Effectivement, la taille angulaire, la taille apparente d'un objet, c'est dans l'approximation des petits angles donnée par la taille de l'objet divisée par la distance qui nous en sépare. Vous donnez la définition de la taille apparente, pas de la distance angulaire, même si on comprend que la distance angulaire c'est grand D dans un univers euclidien. Alors ici, je me suis appuyé sur un exemple de géométrie euclidienne, juste pour définir les notations. Ce qui va m'intéresser maintenant, à partir de maintenant, c'est comment est-ce que θ ici, petit l et grand D sont reliés dans un univers qui est décrit par une métrique de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker. Je vais l'appeler dans la suite là la métrique de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, pour éviter de répéter ce nom à rallonge plein de fois. Je vais l'appeler univers courbe. C'est pas très malin dans la mesure où il n'est pas forcément courbe, il peut être plat. La distance grandée dans votre univers courbe et plat, c'est d'un clair-obscur. Associer deux termes antagonistes, courbe et plat, c'est effectivement un oxymore. Mais comment se calcule cette distance angulaire? Le terme SK qui est ici peut prendre trois formes différentes suivant le nombre K. Le nombre K ici est la constante de courbure. C'est l'inverse du rayon de courbure au carré. K, c'est 1 sur R au carré, où grand R, c'est le rayon de courbure de l'espace-temps dans lequel on est. Et la fonction SK ici, je vous rappelle qu'elle est donnée par R, tout simplement si K est égal à 0, elle est donnée par sinus hyperbolique de R sur... Un nombre carré négatif, ça devient complexe, presque imaginaire. Vous m'avez perdu avec vos calculs de constante de courbure. Bon, il a des sources radio dont il a des très bonnes raisons de penser que leurs tailles physiques sont les mêmes à tous les redshifts. C'est un article de Kellerman avec des galaxies supposées de même taille. Et on met le signe moins ici, parce qu'à l'époque où c'était introduit, on utilise assez peu aujourd'hui Q0, mais il y a 20 ou 30 ans, c'était pas le cas. On pensait à l'époque que l'univers était en train d'être décéléré, que l'expansion de l'univers était décélérée. Donc A point était une grandeur qui était négative, et donc du coup ce paramètre ici, pour introduire une grandeur qui était positive, on lui mettait un signe moins devant. Donc c'est resté, et aujourd'hui Q0 est défini de cette manière-là. Ainsi, lorsque le facteur de décélération Q0 est positif, l'univers se contracte. Que quand Q0 vaut 1,5, ça veut dire que oméga M0 vaut 1. Q0 vaut 0, c'est un univers qui est vide, et Q0 est ouvert du coup, et Q0 est égal à 1,
Ça veut dire que le oméga m ici vaut 2, donc c'est un univers qui est fermé. Et ce que ça vous montre ici, c'est que effectivement les courbes qui passent le mieux par les points de données pour l'auteur ici, ce sont celles pour lequel Q0 égale 1,5. Je ne vais pas m'appesantir ici sur le fait que cette mesure-là, cet article, ce résultat scientifique, soit encore valide ou pas, soit correct, etc. Vous ne remettez pas en cause la validité des mesures de Kellerman de 1993, mais vous décidez de ne pas tenir compte de ces résultats scientifiques, parce qu'ils ne vont pas dans votre sens. Pourtant la mesure devrait prévaloir sur la théorie. Dans tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, j'ai fait pas mal de calculs, j'ai tenu à faire pas mal de calculs explicites, et ça peut laisser une impression d'une matière assez formelle finalement, la cosmologie, qui serait une science qui fait des calculs sur notre univers sans beaucoup d'attention finalement à des comparaisons avec l'univers qui nous entoure. C'est évidemment complètement faux. La cosmologie, c'est aussi une science observationnelle. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est faire le lien justement entre certaines choses qu'on peut calculer, certaines prédictions théoriques et certaines observations. Vous donnez l'impression du contraire, que vous privilégiez l'hypothèse de l'expansion de l'univers aux observations de Kellerman sur la décélération, et vous demandez de vous croire sur parole. Ça ne relève pas de l'observation.